Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e numéro du C'est lundi, que lisez-vous? Alors la semaine dernière j'ai pas mal lu, j'ai beaucoup de choses à vous présenter, mais je vais essayer de faire un peu plus rapidement que la semaine dernière parce que la vidéo du dernier numéro durait presque 20 minutes, donc je vais essayer de raccourcir un petit peu cette fois-ci. Alors, je vous disais lundi dernier que j'avais lu les 90 premières pages d'Une rose au paradis de Barjavel. Le début m'avait plu et finalement le livre dans son ensemble m'a plu également. Bon, c'est pas mon préféré de Barjavel, mais ça reste un livre sympa. Alors, Une rose au paradis, c'est quoi? C'est un roman de science-fiction qui se déroule dans une France futuriste. Alors, on suit une famille. La mère s'appelle Lucie, le père, j'ai oublié son nom, il est moins important que la mère. Et les enfants sont deux jumeaux de 16 ans. Alors, on les découvre dans une arche. Ils ont été enfermés là par Monsieur G. Monsieur G, c'était la personne la plus influente et la plus riche de France au moment où il a enfermé cette famille dans son arche. Alors pourquoi il a créé cette arche qui est enterrée à des dizaines de mètres, oui, centaines de mètres, plusieurs kilomètres même, sous le sol. Il a créé cette arche pour conserver des êtres humains, des animaux qu'il a endormis, un couple de chaque espèce ou un peu plus, les plantes, les fleurs, et il les conserve dans cette arche en attendant que les radiations liées à la fin du monde, à la surface, se soient un petit peu évaporées. Donc cette famille est censée rester 20 ans dans cette arche, le temps justement que la surface soit plus sûre. Mais le problème, c'est que les deux jumeaux, c'est un garçon et une fille, évidemment ça peut un petit peu choquer, mais bon, c'est le départ de la vie sur Terre, j'imagine. Ces deux jumeaux ont une relation incestueuse, puisqu'ils sont seuls au monde, ils se connaissent, enfin seuls au monde, c'est les deux seuls jeunes de 16 ans de l'Arche. Ils se connaissent depuis leur naissance, ils ont grandi ensemble, donc ils s'aiment logiquement. Et leurs parents ne leur ont jamais expliqué ce que c'était l'amour, puisque dans cette arche, si vous voulez, tout est très artificiel. L'herbe, c'est de la fausse herbe, le ciel, c'est un faux ciel. Ils mangent à tous les repas du poulet rôti que la machine de l'arche leur fournit. Voilà, ils mangent que ça. Mais comme, si vous voulez, les enfants ne connaissent que ça, n'ont mangé que ça depuis leur naissance, ça ne leur manque pas. Par contre, les parents, eux, ont vécu dans la vraie vie et donc ont parfois un petit peu des manques. Donc tout ça pour dire que ces deux jumeaux de 16 ans, évidemment, ne connaissent pas l'amour, ne savent pas ce que c'est que faire l'amour, et donc ils en arrivent à cette extrémité, et la jeune fille tombe enceinte. Le problème, c'est que l'arche était conçue pour 5 adultes avec Monsieur G, et pas une 6e personne. Donc il va falloir trouver une solution, puisqu'il leur reste 9 mois pour trouver quoi faire, parce que quand il y aura le nouveau-né, si vous voulez, il n'y aura pas assez d'oxygène pour tout le monde, puisque l'arche n'a pas été conçue pour 6 personnes. Et là, on a plein de questions qui arrivent. Est-ce qu'on doit tuer le nouveau-né? Donc il y a la question de l'avortement. Est-ce qu'on doit retourner à la surface? Mais peut-être que 16 ans, c'est pas suffisant pour les radiations. Voilà. Donc Barjavel amène quelques questions, quelques réflexions, et c'est assez intéressant. Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, une réécriture d'Adam et Ève, du paradis, du jardin d'Éden, avec, je ne vais pas trop vous en dire, mais la réflexion sur le premier meurtre, tout ce genre de choses. Voilà, ça se lit très bien, c'est assez court, 217 pages, enfin dans mon édition, mais je pense qu'en poche, il n'est pas très très long. Barjavel, c'est très amusant, il y a beaucoup d'humour, c'est aussi très tendre, très sensuel. Vraiment, il y a beaucoup d'émotions. Voilà, c'est pas mon préféré de Barjavel, mais je vous le conseille quand même, Une rose au paradis, si vous avez l'occasion. J'en profite pour vous dire que demain, je clôt les inscriptions pour le concours du 15 littéraire qui justement est dédié à Barjavel. Donc surtout, n'hésitez pas à participer parce que je suis un peu déçue en fait. J'ai eu des participations géniales, j'ai pratiquement eu que ça d'ailleurs, donc vraiment je remercie la vingtaine de participants. Vous êtes vraiment super sympa, très gentil. Mais c'est vrai que je suis un peu déçue par rapport à l'enthousiasme de ces concours que je mets en place. J'ai l'impression, et c'est ce qui est décevant, que si on ne fait pas gagner de la Young Adult ou de la Bitlit,
les participants sont pas super nombreux, pas très intéressés. Bon, je me dis que je préfère une vingtaine de participants très motivés, très intéressés, plutôt qu'une cinquantaine qui s'en fichent. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu décevant de voir que quand on essaye de mettre en avant des auteurs un petit peu moins connus, un petit peu moins en avant justement, on n'a pas forcément derrière les lecteurs qui suivent. Voilà. Bon, je suis contente quand même. Je remercie vraiment encore une fois la vingtaine de participants. Mais voilà, c'était juste pour dire ça. Donc Une rose au paradis de Barjavel. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Cabaret, qui s'appelle Ingénu, qui est écrit par Gillian Larkin et qui est publié chez Bayard Jeunesse. Alors, ça se passe dans les années folles à Chicago. Donc les années folles, c'est les années 20. J'ai lu. C'est pas un coup de cœur, mais c'est sympa à lire. Ça reste très jeunesse, mais oui, ça se lit bien, c'est sympa. Ce que j'ai préféré, c'est le décor. Je trouve que l'auteur fait des descriptions de l'atmosphère et des lieux assez sympas. Vous avez les bars clandestins, le Charleston, les robes à franges, les espèces de bandeaux dans les cheveux, les plumes, enfin bon bref, la coupe à la garçonne forcément. Ça c'est vraiment très sympa. Ensuite on suit 3 héroïnes. Alors Gloria qui a 17 ans, c'est un petit peu l'héroïne principale, c'est elle qui doit se marier avec un riche jeune homme. Et en fait, on découvre au fil des pages que le mariage est arrangé et de toute façon Gloria n'aime pas ce jeune homme. Elle tombe amoureuse d'un musicien noir. Alors vous vous doutez que pour une jeune héritière blanche, tomber amoureuse d'un musicien noir dans les années 20 aux États-Unis, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, c'est un petit peu l'intrigue principale. Voilà. À côté de ça, on a Clara, qui est la cousine de Gloria, qui a un an de plus, et qui arrive à Chicago, parce qu'elle a eu un passé un petit peu de dévergondée, non, de garçonne, à New York, et donc ses parents l'envoient à Chicago pour qu'elle se rachète une conduite. Alors Clara, je pense que c'est le personnage que j'ai préféré. C'est une héroïne assez complexe. Bon, c'est pas non plus, les personnages en young adulte ne sont jamais très développés, pardon, mais ça reste la plus intéressante à suivre des 3 héroïnes, je trouve. Et enfin la dernière, c'est Lorraine. Alors Lorraine, c'est la meilleure amie, enfin soi-disant meilleure amie de Gloria, et c'est une vraie peste. Elle est exécrable, je l'ai détestée. Mais bon, si on reste dans l'optique que l'auteur a voulu justement faire un personnage détestable, c'est réussi, ça c'est sûr. Lorraine, insupportable, détestable, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Ah si, je voulais juste te dire, si, ça m'a paru bizarre, c'est que les héroïnes ont 17 et 18 ans. 17 pour Gloria et Lorraine, 18 pour Clara. Et je trouve ça assez jeune en fait pour les aventures qu'elles vivent. Alors je sais bien, quand on est jeune, dans les romans on vit beaucoup de choses, mais là elles prennent le chemin des garçonnes. Donc les garçonnes, si vous savez pas ce que c'est, c'était ces jeunes femmes qui, dans les années 20 justement, pour je perds mes mots, pour se mettre en avant, pour sortir un petit peu du carcan des hommes, elles se coupent les cheveux à la garçonne justement, fument, boivent, ont des liaisons, vont dans des bars clandestins. Et 17-18 ans, ça me paraît un petit peu jeune. Alors je connais pas du tout cette époque, je sais pas du tout vraiment ce qu'est la réalité historique, mais je trouve que 17-18 ans, voilà, ça me paraît jeune pour ce que vivent ces jeunes filles. Après, j'ai peut-être une mauvaise idée et c'est peut-être vraiment une illustration de ce qui se déroulait à cette époque-là. Je sais pas, voilà, c'est l'impression que j'ai eue. Donc le premier tome de Cabaret de Gillian Larkin chez Bayard Jeunesse. Je vous le conseille si vous avez l'occasion. C'est pas un coup de cœur, mais c'est assez sympa et ça se lit bien. En fin de semaine, j'ai lu le premier tome de Sarah Dearly de Michelle Rowan qui est publié chez Milady. Alors je vous disais la semaine dernière que ça me faisait un petit peu peur puisque c'est un mélange de chick-lit et de beat-lit. Et je vous disais aussi que la beat-lit encore ça peut passer, mais la chick-lit, j'ai du mal avec la chick-lit, à part le journal de Bridget Jones qui est passé hier sur TF1. À part ce roman et ce film qui me font beaucoup rire,
le reste de la chick lit, ça m'intéresse pas, ça me fait pas sourire, je me reconnais pas du tout dans les héroïnes, et donc je n'aime pas. Alors, est-ce que j'ai aimé finalement Sarah Dearly ? Eh bien oui, contre toute attente, ça m'a plu, j'ai trouvé ça assez amusant, et j'ai lu ça très rapidement en 2 jours. Je crois que ça fait un peu plus de 400 pages, 427 pages. Vous avez un extrait du tome 2 à la fin, donc je compte pas, 427 pages le premier tome. Et oui, ça m'a plu. Je suis la première surprise, mais j'ai bien aimé Sarah Dearly. J'ai pas adoré parce que l'héroïne, Sarah justement, ne m'a pas plu de A à Z, mais je trouve qu'elle évolue assez bien. Bon, elle est un peu cruche au début, elle pense un petit peu trop à s'acheter des chaussures à talons aiguilles et des nouvelles robes. Moi j'avoue que les fringues c'est pas trop ce qui m'intéresse, donc les héroïnes en chick lit, c'est ça le problème, c'est que elles font du shopping, et moi ça m'intéresse pas du tout le shopping, donc c'est pour ça que j'aime pas la chick lit. Voilà, mais Sarah oublie un petit peu les vêtements et le shopping au fil des pages, donc ça s'améliore. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant ? Si, les autres personnages sont assez sympas. Vous avez donc Thierry, le vampire français multicentenaire. Donc je sais pas, franchement, les auteurs américains, entre Charlène Harris et Laurel Hamilton, qui choisissent des prénoms français horribles, Claude, Jean-Claude, je sais pas où vous trouvez les prénoms français pour vos vampires hyper sexy, mais Claude, Jean-Claude, Thierry, oubliez, c'est horrible. C'est dit. Donc voilà, le vampire multicentenaire, bon, il n'est pas forcément rempli de surprises, mais il est assez sympa. Donc Thierry, malheureusement, il s'appelle Thierry. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme personnage ? Vous avez un autre personnage masculin qui arrive dans les premières pages, oui, dans le début, et qui est assez intéressant. Je vous en dis pas plus. Il est transformé contre son gré, et c'est un personnage qui évolue plutôt bien. Niveau de l'intrigue, ben ça se laisse lire. Il n'y a pas de l'action à toutes les pages, c'est pas très original, mais vraiment c'est plutôt sympa. Donc pour le petit résumé quand même, je vous fais un petit pitch. Sarah va à un rendez-vous arrangé par sa meilleure amie, et en fait ce rendez-vous se révèle être un vampire qui la mord et qui la transforme. Sauf que ce vampire n'a pas le temps de la transformer en entier puisqu'il se fait tuer par des chasseurs de vampires au milieu de la soirée. Donc Sarah, par bonheur, on peut dire ça, en s'enfuyant, en voulant fuir les chasseurs de vampires, tombe sur Thierry, qui lui veut se suicider. Alors Thierry, le grand vampire multicentenaire qui en a marre de sa vie de vampire, de sa vie d'immortel, veut se suicider. Sarah lui tombe dessus et il la sauve et il finit la transformation. Sauf que Sarah, elle a du mal à croire ce qui lui arrive. Je vous dis, elle est un petit peu cruche, elle comprend rien. Et donc elle met quand même quelques heures pour se faire à cette nouvelle idée et pour comprendre ce qui se passe. Elle accumule un petit peu les bourdes, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est un peu cruche et que j'ai pas toujours accroché à sa personnalité. Et donc pour la bourde la plus grosse, par exemple, en sortant du club des vampires, elle traverse la rue, elle va dans le bar d'en face, et vous ne devinerez jamais, le bar d'en face, c'est le bar des chasseurs de vampires. Donc forcément, évidemment, comme elle se saoule, elle parle un peu trop, elle crie... non, elle crie pas, mais bon... Elle arrive à dire qu'elle est une vampire. Dans un bar de chasseurs de vampires, c'est d'assez mauvais goût, c'est malvenu. Et donc forcément, il lui arrive pas mal de choses comme ça. Donc l'intrigue générale, finalement, pour Sarah, c'est de s'habituer à sa nouvelle nature. Et puis, elle essaye aussi de sauver Thierry qui, lui, veut se suicider. Voilà, c'est un petit peu ça l'intrigue. Pour tout ce qui est mythologie un petit peu vampirique, on va dire ça comme ça, c'est pas hyper développé. Bon, c'est pas trop les vampires, on sait qu'ils peuvent pas manger, qu'ils boivent du sang pour se nourrir, qu'ils peuvent aller au soleil, sauf que ça fait un petit peu mal aux yeux, donc ils portent des lunettes de soleil, que pour les tuer, il faut un pieu en bois ou en argent. Voilà, en gros, c'est à peu près tout ce qu'on sait. C'est pas grand chose, c'est pas hyper développé, donc c'est pas ce côté-là le plus intéressant. Par contre, c'est plutôt pas trop mal écrit, il y a pas mal d'humour, c'est assez marrant, donc c'est pour ça que ça se lit bien et que l'on va au bout assez facilement.
Voilà, sans vous le conseiller absolument, si vous avez l'occasion, vous pouvez y aller. Franchement, c'est pas trop mal pour de la bitlite mélangée à de la chiclite. Voilà, Sarah Dearly, pardon, le tome 1 de Michel Rowan chez Milady. Apparemment, il y a 5 tomes. Je sais pas si je lirai la suite. Je pense que si je trouve le tome 2 en troc ou à quelques centimes d'euros en librairie d'occasion en vide-grenier, je tenterai peut-être l'aventure, mais bon, c'est pas une priorité, je l'achèterai pas neuf. J'ai commencé ce matin. Alors vraiment commencé, j'ai même pas lu un chapitre, j'ai lu 3 pages je crois. Le 3e tome de la Moira de Henri Lovenbruck. Alors là c'est un petit peu dur parce que j'ai lu les 2 premiers tomes à l'été 2009, donc il y a 3 ans, et je n'ai aucun souvenir ou presque de ce que j'ai lu. Je me souviens juste que j'avais pas vraiment adoré, j'avais bien aimé, j'avais pas eu de problème pour lire. Mais vraiment, j'avais pas accroché plus que ça. D'ailleurs, j'avais tellement pas accroché que j'ai même pas lu le 3e tome dans la foulée. Donc j'espère que ce 3e tome me séduira et j'espère que je vais réussir à reprendre l'histoire en route. Si je le sors de ma palle, c'est non seulement parce que j'ai pas trop le choix dans ma valise, mais qu'en plus j'ai envie de terminer un petit peu les sagas que j'ai commencées. Donc là, il me reste plus qu'un tome. C'est l'occasion de le sortir de ma palle. Voilà, je peux pas vous en dire plus puisque j'ai lu 3 ou 4 pages, donc je vous en parlerai plus lundi prochain. J'ai prévu dans mes lectures futures, ça va être un petit peu dur puisqu'il me reste plus que 2 livres pour finir les vacances chez mes parents. Mais j'ai prévu de lire un truc qui va me tenir au moins une semaine, je pense. Le tome 2 du Seigneur des Anneaux. Alors, je vais me faire des ennemis, mais le Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup l'histoire, l'intrigue, même si tout est pompé sur la mythologie scandinave, mais bon, on va passer outre. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les films, mais alors l'écriture de Tolkien, c'est horrible. J'ai lu les 2 premiers tomes quand j'avais 14 ans, et j'ai jamais lu le 3e. Là, j'ai relu le premier tome il y a 1 an et demi ou 2 ans, je crois. C'était long, mais je me dis qu'il faut quand même que j'aille au bout de cette fois. Donc voilà, je prévois de relire le 2e tome. Mais alors non seulement c'est chiant à lire, je suis désolée pour les fans, mais je trouve ça imbuvable. Mais en plus, c'est écrit tout petit. Et les pages, c'est pas du papier Bible, mais presque. Donc voilà, Le Seigneur des Anneaux. Mais bon, le 2e film, c'est le film que je préfère avec la bataille du gouffre de Helm. Alors j'espère qu'il y aura un petit peu plus d'action que dans le premier, parce que les 200 premières pages du premier tome... voilà, je suis désolée, je vais me faire des ennemis, mais... Non, mais j'aime beaucoup l'histoire. Mais l'écriture... Je sais pas ce que ça donne en anglais, j'ose pas commencer, j'ose pas tenter l'aventure, mais en tout cas en français, c'est dur, c'est long. Ensuite, j'ai prévu, je vous le montre, mais à mon avis, le Seigneur des Anneaux, je pense que j'en ai au moins jusqu'à le milieu de la semaine prochaine, mais bon, je vous le montre quand même. C'est Devil City de Jana Oliver chez Castlemore. Alors vous voyez, c'est les épreuves non corrigées, c'est Tsuki qui me les a prêtées. Et ça fait un petit moment, donc il faut que je les lise pour pouvoir lui rendre. J'ai eu bons échos, je pense que Tsuki a beaucoup aimé. Donc c'est une des lectures, des dernières lectures urgentes et obligatoires que je dois faire. Et j'aimerais bien l'avoir fini avant de partir en Irlande le 16 août. Donc je vous préviendrai, mais oui, les 2 dernières semaines d'août, il y aura vraiment très très peu d'activités sur le blog. Il n'y aura pas de vidéo puisque je pars en Irlande et que je n'aurai absolument pas du tout accès à Internet. Je pars dans une ferme et je pense pas que la famille... et Internet. Ou alors s'ils l'ont, je suis pas en Irlande pour aller sur Internet, mais pour travailler dans la ferme, les aider, et puis pour visiter un petit peu le pays. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est presque aussi long que la semaine dernière, je suis désolée. Mais je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis bonne lecture, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et je vous dis à lundi prochain, je serai là au rendez-vous comme d'habitude. Bonne semaine et à lundi.